Si on va au-delà de tout l'aspect de votre travail, de la rentabilité qu'il en sort, et qu'on s'arrête juste à la fiscalité en se disant « je veux pas payer d'impôts », on n'a rien compris. Ouais, ça marche. On fait comme ça. Ok. Donc Jérôme Lelay, bonjour. Et, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour expliquer un petit peu pourquoi je viens vous voir et votre légitimité à parler de comptabilité aujourd'hui? Alors je suis Jérôme Lelay, expert comptable au cabinet ASF à Noisy-le-Grand. Nous avons une bonne cinquantaine de dossiers comptables libéraux, du secteur médical jusqu'à d'autres secteurs, et donc nous rencontrons pour parler d'investissement. Donc moi je suis un libéral depuis une dizaine d'années, et au début je faisais ma comptabilité tout seul. J'y ai pas compris grand chose, ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai compris l'intérêt de vos métiers, parce que c'est une vraie expertise qui est hyper importante. Donc maintenant je suis suivi par un cabinet d'experts comptables qui s'occupe de tout. Donc aujourd'hui j'ai plus de légitimité pour parler des quelques petits points que j'ai essayé de comprendre il y a quelques années. Comment on fait la différence entre... comment on sait si quand on achète un matériel cher, par exemple un iPad, ou une plateforme de rééducation à 10 000 €, ou je ne sais pas moi, un téléphone, comment on fait pour savoir la différence entre quand on paye, quand on amortit, quand on investit, le plus, le moins, etc. Okay. En gros, c'est ça ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure. Donc en fait, déjà pour revenir au départ, les libéraux, en général, en comptabilité, ce sont des bénéfices non commerciaux, et à ce titre-là, sauf exception, ils ont une comptabilité de trésorerie. Donc c'est assez simple, somme toute, recettes, dépenses, résultats, imposables pour l'impôt, et base de calcul pour vos charges sociales. Okay. Y a une chose qui change du reste, c'est les investissements. Pourquoi ? Économiquement d'abord, donc au niveau comptable, on va avoir des dépenses qui sont quel que soit le montant d'abord, on en parlera après du montant, ouais. Qui sont liées à une activité au long cours. Je vais prendre votre exemple, une table de soins que vous prenez pour vos patients, vous ne la changez pas tous les ans. Vous allez l'investir, bon déjà je pense que ça a un coût, et vous allez investir pour les 10 prochaines années sur cette table-là. D'accord. Donc, économiquement. Vous dites 10 de manière aléatoire ou c'est... Non, oui, là je vous le dis. Ok, instinctivement, peut-être c'est 20. Ouais. Peut-être c'est 20. Okay. Bon, en général, on met sur une dizaine d'années, mais vous avez le droit de dire c'est sur 20. Donc, comptablement, on va retranscrire l'économique dans vos comptes. Pourquoi ? Vous allez acheter votre table 10 000 €. Pareil, je ne connais pas le prix par cœur. Là, pour le coup, on va dire que c'est entre 1000 et 2500 € une table classique. Vous achetez donc 2500 € votre table. Ouais. Nous, on va répartir sur les 10 prochaines années ces 2500 tous les ans. Donc, on va chaque année, sur des périodes pleines de 12 mois, passer 250 € en moins de votre résultat pendant 10 ans. Donc, on ne déduira pas les 2500 l'année où vous l'achetez, on ne déduira qu'un dixième, mais pendant 10 ans. D'accord. Pour retranscrire le fait que cette table serve dans l'intérêt de votre exploitation et pour pouvoir faire le soin à vos patients. D'accord. Si je peux me permettre de vous interrompre, oui. Ça veut donc dire pour les jeunes ou ceux qui font leurs études et qui ne savent pas encore comment ça fonctionne, si on revient encore même en amont, on va se dire que quand on va acheter une table, par exemple, 2500 €, on va considérer que c'est un achat qui est en lien avec son activité, et que ensuite on va le mettre dans la case frais liés à l'activité. Et donc, c'est ça qu'on va déduire des recettes. Voilà. C'est ça. Mais pas ce qu'on dépense. Parce que parfois, dans la vie de tous les jours, quand, je sais pas, je vais au restaurant avec un collègue, et, par exemple, ma femme me dirait, bah ça va, tu le payes pas le resto. En l'occurrence, si, je le paye, intégralement. C'est juste que si, par exemple, j'ai gagné 50 000 €, j'ai déposé 50 000 € à la banque sur l'année, eh bien, je vais pouvoir ne pas être imposé sur 50 000, mais enlever, je ferai des petits schémas en même temps sur la vidéo pour faire des petits calculs, enlever de ces 50 000 une série de restos à 50 €, dans la mesure où c'est dans le cadre professionnel. Oui. Ce qui fait que j'aurai un peu moins d'impôts que les 50 000 que j'ai. Et un peu moins de charges sociales aussi. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Oui. Pour dire que donc, si j'achète une table à 2500 €, ou si j'achète du matériel médical, par exemple, à 10 000 €, eh bien, je vais obligatoirement le débourser.
Et ensuite, je vais étaler la déduction sur X années. Exactement. D'accord. Alors, vous me donnez la transition. Là, on a parlé de l'économique, donc la retranscription comptable de votre activité. Ouais. Maintenant, il y a l'aspect fiscal, qui est aussi important. C'est quoi la différence entre l'aspect économique et l'aspect fiscal? L'aspect économique, c'est que, en fait, finalement, si on allait au bout, on pourrait passer n'importe quelle dépense. Là, vous parliez du resto, bon, c'est un peu en dehors des investissements, mais on pourrait passer n'importe quelle dépense et de n'importe quel montant en dépense ou en investissement, dans la mesure où, même si on achète un stylo, on pourrait presque dire, on le met sur 10 ans, parce qu'il va me durer 10 ans sur la table pour signer les ordonnances. Fiscalement, il y a d'autres limites. Il y a d'abord l'intérêt de l'exploitation, la dépense engagée dans l'intérêt de l'exploitation. D'accord. Donc si vous prenez une télé, oui, dans la mesure où elle sert, parce que vous, soit dans une salle d'attente, soit pendant le soin, il y a des patients qui aiment regarder la télé parce que ça fait mal, moi je ne sais pas. Ou admettons une belle salle de rééducation où il y a plusieurs personnes en même temps et il y a des trucs des appareils de musculation. Oui. Eh bien, les appareils de musculation et la télé pour mettre Roland Garros pendant le mois de mai, parce que tout le monde est content d'aller chez le kiné pour regarder Roland Garros et faire des exercices. Eh bien, le matériel plus la télé, on rentre dans ce que vous dites. Alors, oui. Juste un petit truc, les droits de télé, il faut les payer quand même aussi. Donc, regarde, évidemment, il faut truc. encore payer autre chose parce que vous passez la télé. C'est comme la musique dans la salle d'attente. Exactement, c'est ça, SACEM, Esprit et puis redevance télé. Les impôts, ils vont mettre deux autres limites. Donc cet intérêt d'exploitation, et ils vont vous autoriser à passer des petits investissements à hauteur de 500 € hors taxe par unité, par unité d'investissement. Parce qu'après ça devient dur à gérer, évidemment, on ne va pas passer la calculette que vous avez sur votre bureau pendant 10 ans, on ne va pas s'amuser à amortir 50 € pendant 10 ans, voire moins. Donc ils vont nous dire jusqu'à 500 € hors taxe, je précise, parce que chez les libéraux, il y a très peu de TVA, il y en a, mais en ce qui vous concerne, il n'y en a pas. Donc ça sera 600 € si c'est une TVA à 20%. Vous pouvez investir et le déduire tout de suite, les impôts vous l'autorisent, c'est une tolérance. Tout de suite, c'est l'année où vous l'achetez. D'accord. Donc si on reprend, on en discutait, si on reprend un iPad, l'iPad il va pour certains coûter moins cher que 600 €, on vous autorisera à le déduire sur l'année où vous l'avez fait. Quand bien même il va vous servir 3 ans. Et encore une fois, dans la mesure où l'iPad sert à l'utilisation du cabinet. Pareil, c'est un intérêt de l'exploitation. Ok, intérêt de l'exploitation, ça s'appelle comme ça. Si c'est un iPad qui permet d'avoir un retour numérique d'exercice sur un appareil de pression, oui. Là, ok. Par contre, si c'est l'iPad que je file à ma fille dans la voiture, et que l'iPad reste dans la pochette de la voiture, et qu'il n'a jamais été utilisé, qu'il n'y a même pas l'application d'exercice dessus, là, bah voilà, ok. C'est embêtant. Okay. Alors, ça peut être aussi un logiciel de suivi de recettes aussi, par exemple. D'accord. Si vous avez un logiciel où vous voulez suivre toutes les prises en charge. Ok, très bien. Ok. Donc là, ça veut dire que fiscalement, on estime que tout ce qui est en dessous de 600 €, entre guillemets, ne mérite pas d'être réparti ou d'être amorti. C'est juste pour simplifier le suivi, parce que sinon ça devient ingérable. Oui, sinon c'est l'exemple du stylo, quoi. On va pas. Exactement, c'est ça. Donc du coup, les impôts nous disent bon bah jusqu'à 600 € vous pouvez. Et ça marche surtout, toujours pareil, dans l'intérêt de l'exploitation. Ça veut dire il faut qu'il y ait une raison pour laquelle vous l'avez pris dans l'exploitation. Très bien. Toujours pareil. Et donc, si ça dépasse 600 €, prenons l'exemple de ma machine de proprioception, de rééducation au mouvement, la grosse machine Holker que j'ai qui coûte 10 000 €. Hors taxe, si je me souviens bien, il faudrait que je vérifie quand même. Alors, hors taxe, pas hors taxe, je sais pas trop. Enfin, là, pour le coup, taxe, hors taxe, je sais pas trop ce que ça veut dire, moi, mais je l'avais noté, elle coûte 10 410 hors taxe et 12 492 TTC. Ce qui veut dire que le kiné va débourser 12 000, on va arrondir à 12 000, et il va répartir ces 12 000 sur combien d'années? Si c'est un investissement qui... Ouais, c'est une discussion à avoir avec l'expert comptable. Sur des montants aussi significatifs, c'est clair qu'il faut en parler au moment de votre rendez-vous bilan, avec la rencontre annuelle que vous faites avec l'expert comptable, s'il y en a une, pour discuter de savoir combien de temps on le met. Toujours pareil, économiquement, normalement, on est censé le mettre sur la durée d'utilisation, ça pourrait durer 20 ans, peut-être votre appareil, j'en sais rien, mais on peut aller un peu en dessous quand même. On n'est pas obligé d'aller à 20 ans parce que ça dure 20 ans. Par contre, pareil, si on reprend le prisme fiscal, ils vont refuser une déduction trop rapide aussi. D'accord. Parce que ça pourrait paraître pour eux comme une optimisation fiscale pour avoir une base imposable moins haute.
D'accord. C'est-à-dire que si on fait les 12 000 sur 2-3 ans, ok. En fait, Sauf si vous pouvez justifier que vous changez de cette machine tous les 3 ans. alors je vais peut-être mettre le doigt sur. On a dit qu'on essayait de pas trop faire des vagues, mais en gros, on essaye de faire les choses le plus réglo possible, en essayant de respecter les vraies règles. Mais parfois, il existe des règles un peu tacites comme celle-ci. C'est-à-dire, on pourrait l'amortir légalement en 3 ans, mais ce serait un peu exagéré vers le... Il faut le justifier. C'est toujours pareil. Vous savez, souvent, les clients me demandent est-ce qu'on a le droit à ceci, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc. Ouais. Souvent, quand vous avez un contrôle fiscal, vous avez affaire à une personne humaine en face, il y a effectivement un cadre légal, le Code général des impôts, qui donne beaucoup de règles, mais il y a aussi tout ce que vous aurez, vous, à justifier en posture quand ils vous disent c'est bizarre de passer 10 000 euros sur 3 ans ou 4 ans, parce que je vois pas d'autres investissements après. Par contre, l'inspecteur qui va venir et qui va contrôler, qui va voir que cette dépense que vous faites tous les 4 ans est équivalente sur des modèles plus récents à chaque fois, il n'a pas de problème à vous le laisser amortir, parce qu'il n'y a pas de manque à gagner pour eux. Tous les ans, vous aurez ça. Si par contre vous me dites je fais 10 000, je vais dépenser, je vais l'utiliser 20 ans et je l'amortis sur 3-4 ans, parce que je sais que pendant les 3 ou 4 prochaines années, je vais faire un très gros chiffre d'affaires, ça me permettra de payer un peu moins. Vous n'aurez pas devant le contrôleur l'argument qui lui permettra d'accepter votre position. C'est une question d'argumentation après. Et de cohérence, oui. Oui, c'est... Ok, très bien. Un inspecteur est cohérent. Je fais pas de vague. C'est-à-dire que lui, il cherche l'incohérence plutôt. Il cherche l'incohérence. Donc dans l'absolu, si c'est pas logique, si c'est pas cohérent, c'est là où ça lui met la puce à l'oreille. Dans la limite du cadre du Code général des impôts quand même. Bien sûr. Donc si on prend l'exemple d'une machine qui coûte 10 000 euros, ou 12 000, si on dit sur 10 ans, pour couper la poire en deux, ça fait que chaque année, il y aura 1 200 euros que je vais déduire comme charge de cabinet, ou comme, comment ça s'appelle, petit outillage ou matériel. Outillage, assureur, toutes les dépenses que vous faites effectivement au long cours, tout le temps. Donc en l'occurrence, pour nous, qui avons d'autres trucs à faire et qui n'avons pas du tout l'expertise ou l'état d'esprit, eh ben c'est assez compliqué. Donc aussi l'idée de cette vidéo, c'était de dire, je pense qu'il faut un comptable, parce que c'est quand même complexe en fait. Quand on est kiné et quand on s'occupe aussi du secrétariat, on n'a pas envie de faire ça. Je reprends mon truc, 1 200 à déduire de ce que j'ai gagné chaque année pendant 10 ans. Mais à contrario, les 10 000 que vous aurez dépensés à l'achat, vous ne les déduirez pas. D'accord. Vous ne déduirez qu'un dixième l'année où vous l'avez acheté. D'accord. D'accord. C'est pour ça que les gens sont un peu réticents à investir des machines comme ça? Non, je pense pas. Non, je pense qu'après, ça peut plutôt être un problème économique ou de financement. Mais prenons si l'exemple, vous en avez besoin pour votre activité, il faut le faire. Il ne faut pas vous bloquer. Personne dans ceux qui nous regarderont doivent se bloquer sur un investissement parce qu'ils ne déduiront pas tout de suite. Il faut quand même penser au fait que cette machine va peut-être vous augmenter vos consultations de 10% parce que votre voisin ne le fait pas. Ouais. Il faut quand même avoir un lien marketing, ça ne plaît pas chez vous, mais moi ça plaît. Voilà, un aspect marketing, un aspect économique, un aspect production qui n'a rien. Si on passe son temps, alors là je vais un peu au-delà, après vous prendrez pas. Si on va au-delà de tout l'aspect de votre travail, de la rentabilité qu'il en sort, et qu'on s'arrête juste à la fiscalité en se disant je veux pas payer d'impôts, on n'a rien compris. Ouais. Ce qu'il faut, c'est faire son travail, gagner des sous, on doit tous en gagner, et ensuite on regarde le sort fiscal qu'on a à tout à faire. Mais voilà. Et moi j'aurais rajouté le tiret que je considère aussi, parce que moi j'ai très peu de matériel au cabinet, mais le matériel que j'ai, c'est le matériel qui me permet moi-même d'être content de travailler en fait. Et admettons qu'une personne ait compris votre philosophie, la mienne, mais n'ait quand même pas 10 000 euros à sortir. Ouais. Si il fait un prêt, comment ça se passe? Parce que moi j'ai jamais fait de prêt. D'accord. Comment ça se passe sur ce fameux prêt? Si on va à la banque et que la banque demande X% d'intérêt sur le prêt. Alors il y a plusieurs moyens de financer, il y en a trois grands moyens de financer. Le premier, on autofinance, on a les sous, on le fait, ça c'est votre cas, apparemment jusqu'à maintenant c'était le cas. Et le plus traditionnel, c'est de faire un emprunt, on va voir son banquier, on lui demande un prêt de 10, 15, 20. Et le dernier qui est très en vogue, c'est une location longue durée, enfin un financement leasing ou en crédit bail qu'on voit sur beaucoup de choses. C'est ce que j'ai fait avec ma voiture.
Voilà. Donc c'est un prêt, hein, en gros. C'est la même chose. Tant que vous n'avez pas payé, c'est pas à vous. Enfin, Ouais. c'est un peu l'adage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, si vous l'autofinancez, vous n'avez pas de frais supplémentaires que celui de l'achat. Et que vous allez déduire sur la durée d'amortissement. Parce que la logique. Le prêt qui est derrière, il va vous coûter un peu plus cher que si vous l'achetiez vous-même, puisque vous allez rémunérer la banque de cette avance d'argent. Ouais. Donc il y a deux dépenses en vrai. Il y a l'intérêt, Ouais. chaque mois, sur l'échéance, et il y a l'assurance, parce qu'en général, il y a toujours une petite assurance adossée au prêt pour le risque de ne pas le rembourser. Ces deux dépenses sont totalement déductibles du résultat de l'année. D'accord. Sur les échéances payées, évidemment. Si vous ne payez pas, il n'y a pas d'intérêt déduit. Donc tout le coût du financement se déduit aussi de votre résultat. Est-ce que ça veut dire que la méthode la plus, la plus maligne ou la plus réfléchie, ce serait de se faire prêter sur une machine à 12 000, se faire prêter, et que admettons le prêt va coûter, je sais pas moi, 1000 euros ou 500 euros sur les 10 ans. De se faire prêter donc 13 000, de répartir ce prêt sur les 10 ans qu'on va amortir, et comme ça, bah, finalement, on ne voit pas passer grand-chose. C'est une manière de voir, Moi, ce que je dis par contre souvent à mes clients, c'est que si la banque vous prête, il faut prendre. Ok. Parce qu'on regrette toujours le jour où ils ne veulent plus vous prêter. Hein. Ouais, ok. Hein. Donc, se démunir en trésorerie juste parce que on n'aime pas être lié à une banque, c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait avec votre voiture, qui d'ailleurs est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais on peut en parler quand même un petit peu, non? Du coup. Ou c'est trop... C'est un sujet qui mérite un développement à lui tout seul. D'accord. Parce que économiquement, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit pour n'importe quel matériel. Une voiture reste un matériel. Alors là, pour le coup, je pense aux kinés qui viennent à domicile, je sais pas si c'est possible. Et puis surtout aux infirmiers et infirmières qui, pour le coup, c'est leur outil de travail principal. Il y a l'aspect économique et comptable, pareil, qui lui va venir sanctionner la partie de la voiture qui ne sera pas utilisée pour la partie professionnelle. Donc il va falloir être logique en disant, oui, soit j'ai une voiture, mais je l'utilise à 60% pour mes déplacements patients, et 40% pour emmener les enfants à Disney ou aller faire les courses. Donc là, il faut être logique comptablement et ne pas tout passer. Et il y a pareil, le deuxième prisme fiscal qui, lui, va venir sanctionner, et maintenant c'est de plus en plus marqué, la pollution de la voiture. Ah, il y a ça aussi. Oui, donc déjà, il y a une philosophie générale que les voitures à 4 places, parce que je précise, les véhicules particuliers, pas pareil sur des véhicules de place, c'est encore autre chose, ça ne fait pas bon ménage avec l'activité pro dans la fiscalité française. Et quand vous dites pas bon ménage, c'est encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une vraie règle. Ah si, là pour le coup c'est une vraie règle. Interdit 4 personnes, interdit 4 places. C'est pas interdit, mais c'est sanctionné par des impôts supplémentaires. Ah d'accord. Enfin en tout cas, non, par une augmentation de votre... c'est sanctionné par une augmentation de votre base imposable. D'accord. Puisque si vous achetez une voiture, et là on rentre dans le détail, hein, mais si vous achetez une voiture 35 000 € électrique, pour les voitures électriques, c'est 30 000 € la base maximale d'amortissement. C'est-à-dire que si ça dépasse, ça ne sera pas déduit du résultat fiscal. D'accord. Et donc il y a plusieurs steps. Il y a le step à 9 900 pour les très gros pollueurs. Donc le gars qui achète sa voiture 70 000, le gros SUV polluant, il pourra déduire qu'une base de 9 000, donc 7 fois moins. Il y a 18 300, c'est le seuil historique, 20 000 et 30 000. Ok. Et ça mérite un truc. Oui, ça mérite vraiment plus de détails. Ok. Avec des graphiques. Il va falloir que je me forme un peu à After Effects pour faire des trucs, stylés. Donc en gros, je sais pas si je prendrais ce moment-là, mais si moi je comprends bien, ça veut dire que il y a deux trucs auxquels il faut penser. Le premier truc auquel il faut penser, c'est le prix qu'on va investir. Est-ce qu'on a la trésorerie ou on n'a pas la trésorerie? Et donc en fonction de ça, savoir si on a besoin de faire un prêt ou pas besoin de faire un prêt. Par rapport à la trésorerie, est-ce que ça dépasse 600 ou est-ce que ça dépasse pas 600? Et le deuxième truc auquel il faut penser absolument, c'est est-ce que en cas de contrôle, toute ma démarche a une cohérence, à la fois sur l'amortissement et sa durée, et ensuite sur le rapport que ça peut avoir
avec, comme vous disiez, l'exploitation, donc mon cabinet. En résumé, c'est ça. Est-ce qu'il y a un rapport absolu qui permet de dire ça me sert à travailler? D'accord, très bien. Je finis en disant que je vous remercie beaucoup, déjà d'une, que de deux, vous avez un site internet, j'imagine. Pardon? Vous avez un site internet? Oui, on a un site internet. Donc on mettra le site internet en description. On mettra tous les liens de ça dans la description de la vidéo. Je l'écrirai là. J'ai l'impression de regarder à YouTube. J'ai l'impression de regarder à YouTube. Bah, on regardera tous les, vous prendrez toutes les infos dans la description. Toutes les infos qu'on a et les liens vers les lois ou la législation, et puis vous et moi, et ben, ça sera dans la description. Parce que généralement, les gens, quand ils se font un peu chier pendant la vidéo, ils regardent ce qu'il y a écrit en dessous, ils regardent les commentaires.